Magnifique introduction. Donc, Frédéric Jousset, je suis président et fondateur de Art Explora. On a tous autour de cet écran des parcours de vie très différents. Pour les plus anciens, Bruno, lui, était maire adjoint en charge de la culture de la mairie de Paris. Blanche était directrice adjointe de la FIAC. Moi, j'ai été entrepreneur dans une vie antérieure et on est tous, à la fois les présents et vous, les participants, réunis par, je pense, notre passion commune pour les arts et la culture. Je pense qu'on a tous et toutes la conviction que les arts et la culture font de nous tout simplement des meilleures personnes, nous rendent plus curieuses, plus tolérantes, affinent notre jugement esthétique, nous ouvrent aux autres. Fondamentalement, regarder une œuvre d'art, c'est regarder le monde avec les yeux d'un autre, celui qui l'a créé, l'artiste. C'est aussi du lien social, c'est du lien générationnel, c'est généralement les premières activités que l'on fait en famille. Et donc, c'est créateur de cohésion. Et puis, c'est également une conviction que les artistes ont un rôle à jouer à côté des activistes, à côté des politiques, à côté des scientifiques, dans les grands changements sociétaux que nous aspirons sur une société plus inclusive, une société plus respectueuse de l'environnement. Et on est tous convaincus qu'une œuvre d'art peut faire bouger l'opinion publique autant qu'un rapport scientifique. Et donc, cette envie qui nous anime tous et toutes de faire une plus grande place à l'art dans nos vies et dans la société. Malheureusement, on a tous également les mêmes chiffres à notre disposition, qui pointent vers une fracture culturelle. On parle beaucoup de fracture sociale ou de fracture numérique, mais il y a une fracture culturelle qui sépare les gens en fonction de leur consommation culturelle, clairement en provenance de l'origine sociale et de l'origine géographique. Et donc, on voit bien dans les études de visitorat, des opéras, des théâtres, des musées, effectivement, une très grande ségrégation et assez peu d'évolution, finalement, malgré 50 ans de croissance économique, 60 ans même depuis la création du ministère des Affaires culturelles aux mains d'André Malraux. Le pourcentage d'ouvriers qui vont au Louvre n'a pas bougé. 70% des Français n'écouteront jamais un concert de musique classique de leur vie, etc., etc. Et c'est un problème qui est fondamentalement européen et pas simplement français, puisque les mêmes problèmes se retrouvent de concentration du visitorat partout en Europe. Alors, à l'écran devant vous, vous avez des activistes, des gens qui sont convaincus qu'il faut aller chercher ces publics qu'on dit souvent éloignés, qui sont parfois juste de l'autre côté du périphérique, à travers une série d'initiatives qui viennent en partenariat, en complément de ce que le monde de la culture fait déjà. Donc, ce n'est pas une critique, c'est juste une observation, l'idée d'aller dans les angles morts des politiques publiques, des charités privées, de ce qui se fait déjà pour aller effectivement chercher ces nouveaux publics. Alors, on a quelques idées qui sont rappelées ici. La première, c'est la mobilité, puisque les gens ne viennent pas spontanément. Certaines parties de la population ne viennent pas spontanément profiter de l'offre culturelle, alors il faut aller taper à leur porte. Et c'est l'idée de nos dispositifs itinérants, les camions musées, le bateau musée qu'on va vous présenter. La deuxième idée, c'est que le digital ne remplace pas l'émotion du contact avec une œuvre, mais est un formidable outil pour préparer une visite, pour suivre la visite, pour créer une communauté. Aujourd'hui, c'est un outil qui est omniprésent dans les initiatives d'Art Explora. Le soutien à la création, donc là, c'est le programme de résidence que l'on a imaginé et déployé avec beaucoup de succès depuis 3 ans pour inviter des artistes et leur donner une place et leur permettre de meubler aussi nos différents dispositifs. Donc, c'est non seulement une invitation à produire des œuvres, mais ensuite à pouvoir les exposer dans les différents lieux d'exposition nomades que l'on a. Et puis, le dernier point, c'est cette communauté de bénévoles qu'on espère grossir avec vous, qui sont des personnes engagées comme nous, qui nous donnent parfois 1 heure, parfois beaucoup plus, pour aller frapper à la porte des hôpitaux, des EHPAD, des prisons, des centres de loisirs et animer des conversations, des rencontres autour de l'art et des artistes. Alors, peut-être rentrer dans le
premier de ces projets, qui est un projet qui n'est pas directement un projet de la Fondation Ars Explora, puisque c'est une concession de l'État que j'ai gagnée il y a maintenant 3 ans. Et j'ai développé ce projet dans lequel la Fondation Ars Explora a un rôle très précis, puisqu'elle joue le rôle de direction artistique, et c'est elle qui assure la programmation des espaces d'exposition à l'intérieur du hangar et dans le parc. Donc, le hangar Y, la meilleure façon d'en parler, c'est encore d'aller le visiter. Pour ceux qui habitent en région parisienne, c'est à Meudon, littéralement à 20 minutes de la Tour Eiffel. C'est un endroit d'une poésie inouïe parce que vous êtes à la fois près de Paris et en même temps dans la forêt de Meudon. À l'entrée de la forêt, il y a plus de 900 hectares. Et vous avez ce site qui est clos de mur, qui a été abandonné pendant 50 ans, avec au milieu de ce site ce hangar Y qui était un ancien hangar de l'exposition universelle de 1878 et qui s'est depuis reconverti dans le premier hangar de ballon dirigeable. Donc, c'est ici, le 9 août 1884, qu'a eu lieu le premier vol d'un ballon dirigeable, le ballon La France, au maître du colonel Renard. Et puis, ça a été ensuite le musée de l'air et de l'espace. Et ensuite, ça a été à l'abandon à partir de 1972, quand le musée de l'air et de l'espace a déménagé au Bourget, où il est toujours. Et donc, un projet de rénovation mené tambour battant en 3 ans à peine et qu'on a inauguré le 21 ou 22 mars, 21 mars, mardi, il y a un mois, avec Bruno Le Maire et Rima Abdul-Malak, donc une double présence de 2 ministres importants du gouvernement qui montrent l'importance de ce projet exemplaire sur le plan architectural et puis sur le plan de l'ambition, puisque voilà un exemple de réhabilitation qui n'a pas coûté 1 euro à l'État. L'État ne nous a pas donné de subvention, ni l'État, ni les collectivités locales, ni la région. Donc, ça a été entièrement autofinancé. Donc, rapidité, qualité d'exécution et ouverture au public en 3 ans à peine, malgré la guerre et la pandémie. Il y avait eu 3000 personnes pendant l'inauguration, qui avaient d'ailleurs fait suite à la préfiguration auquel certains d'entre vous étaient peut-être venus pendant la foire Paris Plus à Art Basel en octobre. Et donc, 3000 personnes qui nous ont aidés à poser cette plaque que vous voyez, qui lance officiellement l'ouverture du hangar Y. Alors, dans le hangar, si on avance, on arrive à trouver des expériences multiples. Donc, vraiment, l'idée du hangar, c'est en ça que c'est fondamentalement un projet qui porte les valeurs d'Art Explora. C'est qu'on s'est dit, quand on a gagné la concession, si on ouvre un centre d'art contemporain classique, on va attirer la population qui vient classiquement dans les centres d'art contemporain. Et donc, si on veut attirer des populations plus diverses, plus familiales, plus larges, qui ne vont pas forcément au Palais de Tokyo voir la dernière exposition de la Fondation Vuitton, il faut qu'on ait une programmation différente. Et ça tombe bien parce que le lieu permet des entrées multiples. À la fois parce qu'on a cette chance d'avoir un lieu indoor et outdoor. Indoor avec des dimensions fantastiques puisqu'il fait 70 mètres de long, 40 mètres de large et 25 mètres de haut, ce qui permet de mettre des objets accrochés d'une taille considérable, de faire des monumentales comme au Grand Palais. C'est un petit concurrent du Grand Palais. Et en même temps d'avoir à l'intérieur du lieu du spectacle vivant, de la danse, des expériences numériques et une librairie, un coin, un cafétéria, donc vraiment un lieu un peu dans l'esprit hybride du Centre Pompidou. Et en outdoor, on a à l'entrée du lieu un skatepark qui est vraiment sur une population jeune, avec les arts de rue qu'on pourrait imaginer avec, et puis cette promenade autour du lac. Donc, on a une forêt et un lac qui font un ensemble de 10 hectares. On a une aire de jeu pour les familles, on a des ateliers pour les publics, on va ouvrir une conciergerie, un Arty Kids Club pour les enfants et pour les familles le week-end. Et puis ce restaurant avec le chef que vous voyez, Guillaume Sanchez, qui est un chef étoilé, qui a le restaurant ouvert la semaine dernière, qui s'appelle le Perchoir Y. Donc ça, c'est l'expérience dans le parc. Et sur la partie plus spécifiquement artistique, à l'intérieur du hangar, donc avec le double commissariat de Marie-Laure Bernadac et de Blanche de l'Étrange, on a conçu cette exposition qui s'appelle Dans l'air, les machines volantes. Donc un
très beau cabinet de curiosité qui retrace l'imagination fertile des artistes depuis les premiers dessins de Léonard de Vinci jusque les dernières créations qu'on trouve dans les années 2000, sur, en gros, qui relate ce formidable voyage imaginaire de comment les artistes ont rêvé la troisième dimension depuis Icare, et donc toutes ces machines improbables qui ont été conçues, parfois développées, et qui même parfois ont volé quelques mètres. Et donc, c'est une exposition, je pense, qui est vraiment au cœur de l'ADN du hangar Y, c'est-à-dire au croisement de l'art, de la science, puisque ça a été un lieu de science, et de l'environnement. Elle est ouverte jusqu'au 10 septembre 2023, donc tous les week-ends et les jours fériés et les vacances scolaires, donc typiquement en ce moment. Et puis dans le parc, je n'en ai pas parlé, il y a 21 artistes et 27 œuvres avec des artistes à la fois majeurs et très connus et des artistes émergents et des œuvres qui sont, je dirais, à la fois belles mais aussi accessibles. Certaines sont drôles et je dirais vraiment dans cet esprit inclusif et pas pédant. C'est des œuvres qui sont vraiment, je pense, qui s'adressent à tous les publics et en même temps d'une très grande qualité, s'inscrivent très bien dans le parc et le décor qui les entoure. Donc, le message, c'est venez au hangar Y si vous n'êtes pas déjà venu et revenez si vous êtes déjà venu. Alors, après Meudon, on va partir en Méditerranée, donc toujours par un M, donc sur une autre idée, après les airs, la mer. Et donc, l'idée du voyage, cette fois en mer, avec cette odyssée culturelle en Méditerranée qui va démarrer le 12 octobre à Marseille. Donc, la photo que vous avez, juste avant peut-être, la photo que vous avez du bateau, c'est voilà, sous vos yeux le premier bateau musée de l'histoire. Donc, c'est un projet qu'on développe depuis maintenant presque 4 ans, dont on est vraiment ravis de voir le jour. L'idée était de se dire, toujours dans cette idée de nomadisme, d'infiltration, d'exploration, de se dire quelles sont une façon innovante d'amener la culture. Et on a imaginé ce grand bateau qui soit effectivement un catamaran, parce qu'on voulait un bateau à voile écologique. Il y a 75 mètres carrés de panneaux solaires, le mât fait 58 mètres de haut, et qui capitalise sur l'imaginaire des grands bateaux et l'attraction des gens pour les voiliers. Quand on va au départ de la route du Rhum, on a 2 millions de personnes qui sont dans le port pendant les 15 jours qui précèdent le départ. On voit la Coupe de l'Amérique et les audiences qu'elle réalise. Voilà, il y a une très grande attirance et c'est des bateaux auxquels les gens n'ont pas accès. La bonne nouvelle, c'est que celui-là, les gens vont pouvoir monter à bord. Et il a aujourd'hui une capacité d'emport d'à peu près 2000 personnes par jour. Donc l'idée, c'est, comme vous le voyez là, un festival avec la réunion de 2 éléments. D'un côté, à gauche, les pavillons qui sont dessinés par un architecte qui s'appelle Jean-Michel Villemotte, et qui sont envoyés, pour le coup, par la route, parce que c'est trop lourd en termes de logistique à monter à bord du bateau, et qui créent une surface au sol. On peut configurer différemment en fonction des ports, mais entre 1500 et 3000 mètres carrés. Et ces pavillons nous permettent d'exposer de l'art physique et le bateau, quand il arrive et qu'il se met à quai, je dirais, il y a une cérémonie officielle avec les autorités du port et du pays qui accueillent le bateau et qui déclenche la réunion des deux, déclenche le début du festival dans la ville, qui est un festival culturel qui touche à la fois le bateau, le port et toute la ville, une fête de la culture qui dure en moyenne 15 jours. Et au bout de 15 jours, le bateau se déplace et va en itinérance dans un autre port. Donc, on a un parcours autour de la Méditerranée. On a choisi ce thème de la Méditerranée, qui est à la fois une mer cohérente sur le plan culturel, qui est favorable sur le plan météo. Le bateau a été construit en Italie, à La Spezia, autour de Pise. Donc, comme c'est ses débuts, si jamais il fallait faire des réparations, ce serait facile de le renvoyer rapidement. C'est un bateau qui marche à 11 nœuds à peu près, donc il fait à peu près 400 km en 24 heures. Et donc, vous voyez les ports qui ont été présélectionnés, qui sont des ports dans lesquels le bateau rentre et dans lesquels les autorités portuaires nous ont accordé à chaque fois des conditions très favorables, la place d'honneur,
pour pouvoir garantir à la fois l'accessibilité la plus grande, la visibilité la plus grande. Et donc, on a ces escales qui se mettent en place à partir de Marseille le 12 octobre 2023. Pendant l'itinérance, c'est-à-dire entre les escales, on imagine également que le bateau puisse servir de résidence d'artistes. Donc, les navigations entre les escales prennent de quelques jours à une semaine, voire 10 jours. Et donc, on imagine inviter à bord soit des artistes inspirés par le milieu marin, soit des personnes qui sont des acteurs de la vie culturelle, que ce soit des curateurs, commissaires d'exposition, des directeurs d'institutions culturelles, des journalistes, etc., pour réfléchir sur des thématiques qui pourraient être, je ne sais pas quoi, la protection du patrimoine archéologique, la notion de restitution, etc., etc. Et donc, de là pourrait sortir, de cette production de ces rencontres, pourrait sortir des livres blancs pour faire bouger les causes dans le domaine culturel. Donc, un bateau qui va être aussi mobilisateur pour la communauté des bénévoles, puisque c'est clairement, chaque étape va demander des ressources humaines assez importantes pour canaliser les publics dans les ports, pour assurer une cinématique à bord du bateau qui soit assez performante. À bord du bateau, on a des expériences qui peuvent se faire par groupe de 36 toutes les 15 minutes. Donc, c'est des jauges une cadence qu'il faut tenir. Et puis, pour animer la programmation à bord du bateau, donc là aussi, les bénévoles seront bienvenus pour embarquer avec nous dans cette aventure. Blanche, tu nous dis deux mots sur Marseille ? Oui, absolument. Merci beaucoup, Frédéric. Bonjour à tous. Donc, Blanche, je suis la directrice artistique de la Fondation. Effectivement, donc on sera à Marseille du 12 au 25 octobre, comme le disait Frédéric, pour une expérience inédite et très pluridisciplinaire partout en Méditerranée, donc dans 15 pays. Et donc, l'étape inaugurale est à Marseille du 12 au 25 octobre. Notre programmation, et j'y reviendrai de manière plus spécifique autour de Marseille, mais va s'articuler autour de 3 grands axes. On peut aller juste à la slide suivante, qui, pour bien vous faire comprendre tout le dispositif qui est très, très, très ambitieux et très, très riche en termes d'expérience culturelle. Donc, à bord du bateau, on aura une expérience immersive, un voyage sonore et des résidences d'artistes, comme en parlait Frédéric. On va le détailler un tout petit peu plus juste après. On a ensuite toute la programmation à quai, donc dans ces fameux pavillons d'exposition conçus par Jean-Michel Villemotte. Et puis ensuite dans la ville, puisque l'idée, c'est de pouvoir créer des véritables synergies avec tous les acteurs publics et privés de chaque escale dans lequel on va, de chaque pays dans lequel on va, et de pouvoir vraiment créer ce dialogue, ces passerelles entre les structures culturelles et associatives de chaque pays. À bord, donc, cette exposition immersive qui est conçue en collaboration avec le Musée du Louvre et avec des penseurs et artistes de la Méditerranée autour des collections permanentes du Louvre et autour de la thématique de la représentation des femmes en Méditerranée, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a pensé donc cette exposition qui est une exposition polyphonique à plusieurs voix, qui présentera plus de 70 chefs-d'œuvre des collections du Louvre au sein de cette exposition donc totalement immersive et virtuelle. Et puis, on finira le parcours de visite sur le pont supérieur avec un voyage sonore en Méditerranée, pensé et conçu par l'IRCAM et avec des grandes personnalités du bassin méditerranéen qui ont apporté leur témoignage pour créer cette expérience sonore. Ensuite, à quai, plusieurs expositions également qui vont voyager pendant la totalité de l'itinérance, donc pendant 2 ans, avec un pavillon, le pavillon central, qui fait à peu près 250 mètres carrés, qui présentera une exposition avec des tableaux, des photographies, des installations, des vidéos, donc une exposition d'art contemporain conçue en collaboration avec la commissaire Rebecca Lamarche-Vedel, autour des enjeux, des grands enjeux de la Méditerranée, des récits, des mythologies anciennes et plus contemporaines, notre regard sur la Méditerranée, qui est à la fois fascinant pour cette mer qui nous est commune, mais également qui peut inspirer la crainte, des imaginaires, tous les imaginaires qu'elle convoque. C'est plus de 20 artistes qui seront présents, des artistes internationaux, pour la plupart issus du bassin méditerranéen, qui présenteront donc leurs œuvres au sein de ce pavillon central. Également le pavillon photo et images en mouvement,
pensée en collaboration avec la commissaire d'exposition libanaise Amanda Abi Khalil, qui présentera une quinzaine d'artistes photographes et de vidéastes, notamment aussi de photographes émergents issus du monde arabe, qui questionneront les enjeux migratoires, les échanges interculturels et les questions liées à l'hospitalité, notamment avec un focus autour du monde arabe, et qui voyagera également donc, pendant ces 2 ans d'itinérance. Enfin, le pavillon VR, qui là, pour le coup, sera un focus sur le patrimoine et sur les bâtiments très emblématiques, le patrimoine de la Méditerranée, absolument extrêmement, extrêmement riche, et notamment grâce à une collaboration avec Ubisoft, qui permettra de présenter près d'une petite dizaine d'expériences virtuelles sur les grands monuments emblématiques de la Méditerranée. À Quai se passera également à chaque fois donc un grand festival, une grande fête de l'art, comme le disait Frédéric, en collaboration avec un commissaire d'exposition, une commissaire d'exposition en l'occurrence à Marseille, Martha Kirzenbaum, un festival totalement pluridisciplinaire puisqu'il y aura à la fois des concerts, des DJ sets, de la danse contemporaine, du cinéma en plein air, des conférences et en l'occurrence à Marseille, tout un focus sur les danses urbaines dans le cadre des Olympiades culturelles qui présentera donc à la fois du breakdance, du hip-hop, le breakdance étant rentré dans les JO cette année. Nous ferons tout un focus sur les danses urbaines à ce moment-là à Marseille. Enfin, beaucoup d'ateliers pédagogiques, puisque la mission d'Art Explora a cette vocation de travailler sur évidemment l'accessibilité des publics plus éloignés de la culture, donc énormément de dispositifs de médiation très innovants et d'ateliers pédagogiques et éducatifs qui seront mis en place au sein de l'Agora, donc dans le cadre de ce village culturel, tous les jours, dans le cadre de cette programmation. Voilà, peut-être pour finir en quelques mots, c'est un immense projet de coopération méditerranéenne que nous mettons en place. Frédéric a parlé de ces résidences d'artistes, c'est le plus grand réseau de résidences d'artistes méditerranéens que nous allons mettre en place en collaboration avec 15 institutions dans chaque pays qui vont accueillir ces artistes, donc ce qui permet de créer véritablement des échanges, des dialogues, des rencontres entre tous les artistes du bassin méditerranéen, des associations évidemment, des acteurs culturels, des acteurs associatifs et toutes les grandes voix que nous souhaitons porter à travers ce projet qui donne ce regard sur la Méditerranée. Donc, on vous donne tous rendez-vous à Marseille le 12 octobre pour nous rejoindre sur le Vieux-Port pour découvrir toute cette programmation. Et je laisse maintenant la parole à Nicolas pour vous présenter les actions bénévoles. Merci beaucoup, Blanche. Alors effectivement, comme l'a présenté Frédéric en introduction, parmi les projets de la Fondation se trouve un pilier autour de la communauté. Nous avons une communauté de bénévoles qui s'engagent au quotidien pour partager l'art et la culture avec le plus grand nombre. Aujourd'hui, plus de 2000 bénévoles en France et au Royaume-Uni agissent en participant à divers programmes d'action que je vais pouvoir vous présenter un peu plus. Nous intervenons dans les EHPAD auprès des personnes âgées en difficulté pour aller animer des conversations artistiques auprès d'elles. C'est-à-dire que nos bénévoles ne sont pas des professionnels de l'art et de la culture, ce ne sont pas des médiateurs culturels, ils ne viennent pas faire un exposé, une conférence, mais ils viennent parler d'une œuvre d'art, que ce soit de la peinture, de la sculpture, de la musique, du cinéma, de l'architecture, de la bande dessinée, du jeu vidéo. Ils viennent partager l'émotion que leur procure une œuvre d'art auprès de ces personnes âgées dépendantes. Nous intervenons également dans les hôpitaux, soit en passant de chambre en chambre, pareil, sur des modèles de conversation artistique, soit en organisant des ateliers, en participant à des groupes de parole avec des malades, en utilisant l'art comme un moyen d'animer une conversation, d'animer une discussion. Parmi les projets qui sont développés aussi, il y a des projets auprès d'enfants, dans les centres de loisirs. Nous intervenons aussi dans des hôpitaux pour enfants, mais là, ce ne sont pas des conversations que nous menons, ce sont des ateliers créatifs. Nos bénévoles choisissent une œuvre d'art, la présentent aux enfants et ensuite proposent des ateliers de création à la manière d'eux dans différents centres de loisirs et hôpitaux pour enfants. Et un autre programme que nous développons, c'est d'emmener les publics éloignés de l'art et de la culture dans les institutions culturelles, les musées, les salles de spectacle, les opéras. Pour toutes ces personnes qui n'ont jamais eu le réflexe, qui se sont toujours dit que les musées, les salles de spectacle, ça n'était pas pour eux parce que ça ne fait pas partie de leur histoire familiale, ça ne fait pas partie de leur projet. Aujourd'hui, donc, nos 2000 bénévoles interviennent au quotidien pour agir auprès de tous ces publics, partager leurs émotions, leur sensibilité à l'art et la culture, et promouvoir cet esprit de citoyenneté culturelle.
Si on peut avoir la slide suivante, s'il te plaît. Voilà. Nous sommes très heureux de ce que nous avons pu faire déjà avec tous ces bénévoles. J'ai vu en introduction que plus de 90% d'entre vous n'étaient pas encore bénévoles parmi nous, et j'insiste bien sur le parmi nous, parce que vous voyez déjà depuis le mois de janvier, nous avons eu beaucoup d'actions qui ont été menées. Voilà, plus de 288 séances. Ça fait déjà plus de 2000 seniors qui ont bénéficié d'interventions. Plus de 29 demi-journées de conversation. Donc, ce sont déjà des centaines de patients qui ont pu bénéficier de la visite d'un bénévole qui a échangé pendant un temps avec eux sur une œuvre d'art. Nous sommes en partenariat avec le Louvre et le Musée des Beaux-Arts de Bordeaux pour organiser des visites. Il y a eu 11 visites depuis le mois de janvier, mais il y a en tout plus d'une soixantaine de visites qui vont être organisées dans ces musées. Nous sommes en discussion avec le Centre Pompidou-Metz, avec le MAC Lyon. On échange également avec le Musée des Abattoirs à Toulouse pour s'étendre et pour proposer plus largement toutes ces actions-là. Et nous sommes très heureux d'avoir eu plus de 100 nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints ces 2 derniers mois pour participer aux actions. Mais vous voyez, il y a énormément d'EHPAD, il y a énormément d'hôpitaux, il y a énormément de musées. La tâche est énorme et nous sommes toujours à la recherche et prêts à accueillir, à accompagner des nouveaux bénévoles pour rejoindre nos communautés. Puisque aujourd'hui, nous avons des bénévoles qui sont regroupés en communautés locales, une communauté à Paris qui agit sur tout le périmètre de la région Île-de-France, une autre très grosse communauté à Bordeaux, sur Marseille, sur Lyon, sur Toulouse, et une communauté qui est naissante sur Metz, qui existe depuis le mois de novembre. Mais nous avons aussi des bénévoles qui agissent individuellement sur l'intégralité du territoire métropolitain, exception faite de la Corse pour l'instant. Donc, s'il y a des Corses parmi vous, sachez que nous sommes tout à fait motivés pour ouvrir des actions de bénévolat sur la Corse également. Donc, je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, pour rejoindre notre communauté de bénévoles, le meilleur moyen, c'est de participer à nos réunions d'information en ligne 2 fois par mois, le lundi de 18h à 19h. Vous avez les dates qui s'affichent. C'est une réunion en visioconférence où on rentre plus en détail sur chacun des programmes d'engagement bénévole, sur les modalités d'engagement, puisqu'on peut s'engager sur du long terme, on peut s'engager ponctuellement pour faire une mission dans un EHPAD 1 fois par mois, 1 fois par semaine, 1 fois de temps en temps. Toutes les modalités d'engagement sont possibles. Le plus simple pour en savoir plus, connaître précisément où nous sommes installés et puis connaître les opportunités d'engagement au plus près de chez vous, c'est de participer à ces réunions d'information en ligne, donc soit en nous contactant par mail bénévole@artexplora.org ou alors sur notre site web, vous avez un formulaire d'inscription en tant que bénévole qui vous permettra d'accéder au lien pour vous inscrire sur ces réunions d'information. Et puis, si pour vous, le distanciel, c'est intéressant, où les webinaires permettent d'échanger, mais vous avez envie de venir nous rencontrer pour de vrai, alors si jamais il y a des Lyonnais parmi vous, vous pouvez, à l'issue de ce webinaire, courir à l'Équilibriste, qui est un tiers-lieu dans le 3e arrondissement, où il y a une rencontre des bénévoles qui débute à 18h sur Lyon pour présenter les actions, les projets. Tous les Lyonnais qui seraient parmi nous ce soir sont les bienvenus. Mais nous vous proposons aussi de nous rencontrer le 11 mai à Marseille, le 24 mai à Aix-en-Provence et le 1er juin à Montpellier. Ces événements sont des événements ouverts à tous. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous, soit via l'adresse que je vous ai communiquée plus haut, bénévole@artexplora, soit plus simplement en vous inscrivant sur notre site web pour recevoir toutes les informations. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour avoir les liens d'inscription également. Vous êtes les bienvenus pour venir nous rencontrer, échanger avec nous et rejoindre cette très belle aventure, ces très belles rencontres que nous vous proposons avec des enfants, avec des seniors, avec des personnes malades, des personnes en situation de handicap, des personnes hospitalisées en psychiatrie, dans différents services. Et pourquoi pas nous proposer des missions, des actions que vous voudriez mener au plus près de chez vous pour diversifier encore nos actions et nos publics. Nous vous attendons avec beaucoup d'enthousiasme et espérons vous voir très nombreux dans nos prochaines réunions d'information. Alors, je vois qu'il y a une question exactement là-dessus, très pertinente, de Laurent Perrin sur les qualifications qu'il faut pour être bénévole à Explora. Alors, la réponse est très simple, aucune. Exactement. On ne cherche pas des têtes bien pleines, mais bien faites. Et donc, on a vraiment tous eu des expériences merveilleuses. Il s'agit en fait de parler avec conviction.
d'une œuvre qui vous a touché, qui peut être une œuvre de chez vous, qui est accrochée chez vous, qui peut être la Joconde, donc ça peut être du très connu ou du très intime. Et ce qui marche, c'est quand vous aimez cette œuvre, vous êtes capable d'en parler avec émotion, d'expliquer pourquoi elle vous touche, vous, personnellement, pourquoi, effectivement, il faut avoir fait un petit peu de travail de recherche pour être capable de répondre à des questions, mais pourquoi est-ce que cet artiste est important, pourquoi est-ce que cette œuvre est importante dans le travail de l'artiste. Mais voilà, c'est une conversation avec des gens qui ne sont pas forcément plus experts que vous, et l'idée, c'est vraiment une rencontre et un débat autour d'une œuvre, et casser la solitude, parce que dans beaucoup de situations, que ce soit à l'hôpital ou dans les EHPAD, ce sont des gens qui sont seuls, donc rien que le simple fait d'avoir une personne, je dirais, jeune égale moins de 70 ans et bien portante, qui vient les voir avec le sourire, la rencontre est déjà gagnée. Donc, c'est pour ça que le bagage préalable est vraiment pas le sujet le plus important. Et tout le monde y gagne dans cette affaire. Vous verrez que vous répandez la joie et le bonheur dans votre sillage, et que vous-même, d'abord, l'exercice de prendre la parole en public est toujours quelque chose d'intéressant. On en retire quelque chose, et faire du bien, c'est se faire du bien à soi-même aussi. Donc, c'est une générosité qu'on se renvoie à soi-même. Alors, je vois dans les questions, peut-on choisir une œuvre, une peinture que nous avons réalisée nous-mêmes? Oui, bien sûr, c'est toutes les formes d'art. Si vous êtes artiste et que vous avez vous-même des créations à partager, bien sûr, vous êtes les bienvenus également pour les partager. Alors, on a des soutiens du Quai d'Orsay. Effectivement, on travaille en liaison avec les ambassades pour négocier avec les différents gouvernements. Maintenant, si vous-même, on est toujours… une escale réussie, par définition, c'est la mobilisation de beaucoup de bonne volonté, parce qu'une escale réussie, c'est à la fois trouver des contacts politiques d'appui, c'est trouver des contacts avec les autorités portuaires. Ça, je veux dire, ce travail-là, il est déjà fait. Mais après, c'est trouver des sponsors locaux, donc des contacts dans le tissu économique, c'est trouver des contacts dans le monde culturel pour pouvoir faire une sorte de fête de la ville, soit une sorte de fête de la musique, une journée du patrimoine dans la ville pendant que le bateau musée est dans le port. Et donc, du coup, et puis travailler avec le champ social et associatif pour qu'on ait des publics qui viennent à bord du bateau musée, et qui ne soient pas juste les curieux qui sont ce jour-là, à ce moment-là sur le port, mais bien des publics qu'on a envie d'avoir dans notre vision d'élargir les audiences de la culture. Donc, effectivement, si à chaque fois dans les villes qui ont été présentées à l'écran, vous avez des contacts de la famille ou des amis, ça nous intéresse. Léane, peut-être? Oui, je prends le relais, merci beaucoup. Alors moi, je fais partie de l'équipe des publics de la Fondation, et donc je vais vous parler d'un programme dans lequel vous pouvez aussi intervenir si jamais les missions bénévoles vous intéressent. Donc il s'agit du prix européen. C'est un prix qu'on organise depuis, donc c'est la 4e année cette année, avec l'Académie des Beaux-Arts. C'est un prix qui est là pour en fait encourager le développement des pratiques innovantes et qui s'adresse aux organisations culturelles. Donc là, avant de vous parler un petit peu du prix 2023, on va revenir rapidement sur les lauréats 2022 pour vous donner une idée un petit peu des projets récompensés. Alors, par exemple, donc, nous avons le European Theatre Convention, qui est donc un réseau de théâtre européen qui est basé en Allemagne et qui a été récompensé l'an dernier pour l'écriture et la mise en scène de nouveaux répertoires, donc par et pour les jeunes. Ensuite, on a également le Centre chorégraphique de Strasbourg qui, eux, développent des méthodes de danse et de médiation donc complètement innovantes, puisque ça permet aux jeunes de s'approprier les œuvres d'art des musées par la danse, donc avec une recherche de s'ouvrir au monde et aux arts et à la culture d'une façon un petit peu différente. Le Fondation Théâtre Réal, qui a gagné le prix de la 3e catégorie, donc qui est basé en Espagne, lui propose un théâtre itinérant, un opéra en tout cas, une scène itinérante qui voyage dans toute l'Espagne pour aller à la rencontre des publics, donc un petit peu similaire au projet qu'on peut développer en termes de mobilité dont vous parlez Frédéric au début. Et enfin le prix du public qui a été remporté par le Musée des Beaux-Arts de Séville et qui lui propose des défis artistiques pour des jeunes enfants et donc qui travaille en partenariat également avec d'autres musées. Mais donc voilà, pour revenir maintenant à 2023, donc l'appel à candidature débute la semaine prochaine, le 3 mai. Donc c'est un prix qui est ouvert à toutes les organisations et institutions culturelles à but non lucratif
qui accueille du public. C'est ouvert à tous les secteurs artistiques depuis l'année dernière, donc pas uniquement les musées, on parle aussi des théâtres, des opéras, des centres d'art, des associations, en tout cas toutes ces pratiques innovantes qui sont développées vraiment pour essayer de renouveler le dialogue avec les publics de façon voilà, complètement innovante, en proposant de nouvelles modalités d'engagement. Et le prix est donc ouvert à tous les pays de l'Union européenne, et également la Suisse, la Norvège, le Royaume-Uni, le Liechtenstein et l'Islande. Donc, si vous avez dans vos contacts des idées d'institutions, d'organisations qui proposent ce type de programme innovant, encouragez-les à candidater. Si vous faites partie d'une organisation qui a dans ses tiroirs des projets de ce type et qui a envie de pouvoir les développer et d'en parler aussi peut-être avec d'autres professionnels de la culture, c'est l'occasion de les encourager aussi. Et donc je vous parlais de mission bénévole, c'est là où ça peut vous intéresser. Donc on organise chaque année, après la réception des dossiers de candidature, un comité de présélection qui est composé notamment de bénévoles à Explora. Donc si vous avez envie de participer à une mission, ça peut être aussi l'occasion. Donc là on parle plutôt d'une mission qui se déroule à la fin de l'année, en octobre 2023. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter, on fera un appel à candidature spécifique pour cette mission. Et voilà, et si vous avez d'autres idées d'organisation, n'hésitez pas à la partager sur l'adresse mentionnée, donc prix@arexplora.org. Et je laisse la parole à Frédéric maintenant qui va vous parler des grands rendez-vous. Les grands rendez-vous s'affichent à l'écran. Donc le 3 mai, une date très importante puisque c'est mon anniversaire. Et indépendamment de ça, on a également l'ouverture des prix de la candidature de ce prix qu'on co-organise avec l'Académie des Beaux-Arts. Après des événements en région, vous découvrez donc Marseille le 11 mai, le 24 mai à Aix-en-Provence, 1er juin à Montpellier. On a classiquement des portes ouvertes, des ateliers à Montmartre. Donc, on n'a pas parlé de cette résidence d'artistes à Montmartre, qui est 24 rue Norvin, qui est un petit coin de paradis dans Paris, presque un demi-hectare et une dizaine de maisons et d'ateliers, dans lequel on a donc 8 studios et on organise 2 journées portes ouvertes par an, une en février et un week-end autour de l'été, du début de l'été. Donc, ça sera le 24-25 juin, où les résidents peuvent exposer leurs créations à tout le public. Et donc, ça, c'est un très joli moment qui est ouvert à tous. Fin de l'exposition dans l'air le 10 septembre, donc dépêchez-vous. Et puis, le 12 octobre, rendez-vous sur le Vieux-Port. Donc, vous êtes tous les bienvenus à bord du bateau musée, qui va être un moment évidemment exceptionnel. On attend beaucoup de monde. Ce sera en plus une fête dans la ville, puisque ce sera la Coupe du Monde de rugby. Pour les amateurs, vous pouvez joindre les deux. Et puis, je crois que la journée, la restitution, c'est le 15 novembre, la date qui a été posée pour l'Académie. Si je ne dis pas de bêtises, Léane, hein. L'Académie des Beaux-Arts. Donc, le jury, enfin pas le jury, l'annonce du prix, c'est le 15 novembre. Donc, si ça vous intéresse de venir dans ce lieu magique de l'Académie des Beaux-Arts qu'est Conti, là aussi, vous pouvez nous y rejoindre. Alors après, vous pouvez nous aider de plein de façons différentes. Déjà, la façon la plus simple, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux, de partager nos posts, de liker pour accroître notre visibilité, puisque comme on l'a vu, c'est essentiellement par les réseaux et par la newsletter qu'on s'est rencontrés. Et puis après, vous pouvez donc très facilement devenir bénévole sur le site arexplora.org, venir à notre rencontre, tester une mission. Il y a plein de missions, plein de besoins. Donc, on va avoir des missions, comme l'a dit Nicolas, autour de l'animation de ces conversations à l'eau Miro dans les différents formats, donc maisons de retraite, EHPAD, hôpitaux, prisons. Et donc là, maintenant, on a un réseau de plus en plus dense. Donc forcément, à côté de chez vous, il y a une possibilité de venir, ne serait-ce qu'une heure, pour nous aider à faire partager l'art et la culture avec des populations qui sont en situation d'isolement. La deuxième chose, c'est qu'on a plein de missions logistiques qui vont apparaître avec le bateau. Donc, dans les ports autour de la Méditerranée, on va avoir besoin de bénévoles. On va avoir besoin de bénévoles aussi
pour préparer plein de choses, d'expéditions, donc des missions vraiment voilà, de terrain. Et puis, on a aussi ces missions de jury, dans les jurys de sélection. On a besoin de compétences pour nous aider, parce qu'on a beaucoup de candidatures à chaque fois. Donc, pour filtrer de 300-400 candidatures à une vingtaine qu'on présente au jury d'académiciens, on a besoin de bénévoles. Voilà. Et puis, tout ce que la créativité va nous permettre de faire dans les mois à venir. Vous avez vu, on a fait tout ça en 3 ans à peine. Et ça n'est que le début, donc vous êtes vraiment les bienvenus. Alors, est-ce qu'il y a des questions pendant que je parlais auxquelles on peut répondre? Il y a pas mal de choses qu'on doit pouvoir prendre offline, peut-être partager une adresse ou pour continuer ces conversations. Je note pas mal de candidatures sur les différentes résidences d'artistes ou l'embarquement à bord. Donc voilà. Pour tout ce qui est résidence d'artistes, n'hésitez pas à écrire à résidence@artexplora.org, que ce soit pour les résidences à Montmartre, comme on en parlait, mais également pour les résidences sur le bateau. Et pour tous les engagements bénévoles au pluriel, @artexplora.org. Voilà. On va les renoter peut-être dans le Pour le prix, dans le vous chat. pouvez nous écrire, je vous écris mon adresse mail, mais vous avez aussi l'adresse mail du prix directement. Si vous n'avez pas de questions particulières sur les candidatures, vous pouvez directement envoyer à prix@artexplora.org. Et si vous êtes tous perdus par le nombre d'adresses mail conséquentes pour chacun des projets, écrivez-nous sur contact@artexplora.org et on vous promet que ça atterrira dans la bonne adresse mail et la personne compétente et responsable vous répondra dans les plus brefs délais. Parfait. Eh ben, je pense qu'on a fait un bon tour des missions et des actualités de la Fondation. Ravi de cette rencontre qui en appelle bien d'autres à suivre prochainement. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.